Il est 10h02. Moi, j'aime ça commencer à l'heure parce que généralement, après, on a des chiens à aller promener. Ah, c'est ça. Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue à la présentation en direct d'Humanipation. Humanipation est une plateforme de coaching en éducation canine. On est une foule de spécialistes en comportement et en éducation pour vous aider à progresser. On a de super belles ressources avec des cours en ligne. On fait des activités en direct et on fait également des sessions de coaching avec vous pour vous aider à progresser à travers les problèmes et les défis d'éducation que vous avez. Alors aujourd'hui, notre présentation en direct est sur les médecines alternatives, plus précisément l'acupuncture et l'ostéopathie. Donc, on reçoit avec un grand plaisir Dr. Julie Beaubien, qui est vétérinaire depuis 2005 et qui s'est spécialisée dans les médecines alternatives, justement. Elle est coprésidente de l'AVMAC. L'AVMAC, c'est l'Association des vétérinaires en médecine alternative et complémentaire. Elle a un bureau vétérinaire dans le coin de Boucherville où elle offre des services en ostéopathie, en acupuncture, en fitness, en comportement canin et en nutrition. On a aussi avec nous Fanny Pelletier, qui est éducatrice intervenante en comportement canin et spécialisée dans les sports athlés depuis 2010. Donc, elle a un très bon bagage en termes d'expérience par rapport aux blessures corporelles et aux différents défis que ça peut amener. Alors, c'est très, c'est finement lié avec justement tout ce qui est médecine préventive, hein? Pas nécessairement curative, mais préventive. Euh, alors, je vais vous laisser en compagnie de ces deux belles dames. Juste avant ça, je vais parcourir rapidement le plan de notre présentation aujourd'hui. On va commencer par aborder en quoi les médecines alternatives consistent. Puis, on va discuter au niveau de l'éducation. Il y a beaucoup de points en éducation qui ont un lien très étroit avec la santé. Donc, on va défaire quelques mythes par rapport à ça. Et puis, finalement, on va poser des questions plus précisément vers les sports athlètes. Alors, Fanny, je te cède la parole. Merci beaucoup. Hey, je suis super excitée. Bienvenue, Julie. Ça fait longtemps, nous, qu'on se connaît. Puis je m'étais dit que j'allais commencer comme ça notre petite introduction parce que par chez nous, on va voir ma tante Julie quand je parle à mes chiens. Parce que je crois que ça fait, ben c'est ça, ça fait plus que 10 ans que tu suis, tu as vu tous mes cocos, sauf le petit dernier que tu n'as pas vu encore, là, en ostéo puis acupuncture. Puis, je remarque beaucoup de choses, autant comme je l'ai dit en éducation par comportement, qui a un impact vraiment assez important sur ma relation qu'on peut avoir avec le chien, puis d'autant plus dans le sport. Fait que c'est de ça comme j'aimerais qu'on discute aujourd'hui, vraiment sous forme de discussion. Puis par la suite, on va se réserver une petite période de questions pour les gens à la maison. D'ailleurs, si vous avez des questions, puis vous ne voulez pas les manquer, vous pouvez les mettre dans le chat, puis nous, on va passer au travers, mais il y a certainement des questions auxquelles on va répondre au fur et à mesure. Donc, d'abord, je commencerai par te demander, Julie, c'est quoi ça? Peux-tu nous démystifier dans tes mots, c'est quoi l'ostéo, l'acupuncture, à quoi ça consiste? Oui, bien, on va commencer par l'ostéopathie. L'ostéopathie, c'est une méthode manuelle qui donc utilise que les mains, pas tant d'outils, pour détecter les tensions dans le corps des structures qui sont une par rapport à l'autre, qui bloquent, qui n'ont pas de mouvement entre les deux. Puis on apprend à donc visualiser le corps en 3 dimensions, puis à défaire ces tensions-là à travers le corps pour améliorer la circulation, améliorer le mouvement, pour que toutes les structures soient bien alignées, en équilibre, puis que toutes les structures bougent. On considère en ostéo que quand il y a pas de mouvement quelque part, la structure va finir par mourir, les cellules vont finir par mourir parce que c'est dans le mouvement que le sang se rend, que l'alimentation des cellules se rend. Fait que s'il y a un blocage quelque part, progressivement, les cellules vont mourir ou s'endommager. Puis là, ça peut créer des problèmes plus permanents à la longue. Donc, le but de l'ostéopathie, à la base, c'est plutôt préventif, c'est d'éliminer ces blocages-là avant que le corps se dégrade.
En médecine actuelle, on a plus tendance à aller voir le médecin ou le vétérinaire quand il y a un symptôme plus avancé. Ce qui fait qu'il y a souvent des blessures qui sont chroniques, puis qui fait que là, il y a un problème permanent parce que le corps est déjà endommagé. On peut quand même aider parce que une structure endommagée, donc de l'arthrose quelque part, une tendinite, un muscle déchiré, ça va faire des blocages ailleurs qui, eux, ne sont pas encore avec des lésions permanentes. Donc, on peut quand même aider toutes les compensations que l'animal va créer avec cette structure-là qui est rendue anormale. Mais avec une structure anormale dans le corps, on va être obligé de refaire les traitements de façon régulière. Ça, c'est l'ostéopathie, en gros. Fait que ça peut aider des maladies plus chroniques, puis ça peut aider aussi en prévention. Et en acupuncture, là, on travaille sur les mêmes tissus. Donc, l'ostéopathe va travailler sur à peu près n'importe quel tissu. Il peut travailler sur du fascia, des muscles, des tendons, des ligaments, des os, un peu n'importe où, le crâne, les liquides. Tandis qu'en acupuncture, ben, on va utiliser le tissu sous-cutané surtout. Les aiguilles sont piquées dans un tissu juste sous la peau. Puis ça touche le réseau électrique. Fait que là, on est dans l'énergie, ce qui fait bouger le corps. Donc, en ostéopathie, on utilise les mains pour utiliser un message mécanique aux cellules pour bouger les structures avec nos mains. Puis en acupuncture, bon, on va utiliser l'électricité ou l'énergie du corps pour indiquer à la cellule de changer son action. Donc, soit activer certaines régions, soit ralentir la production de certaines autres régions. Fait qu'on va piquer certains points sur la peau. On peut le piquer avec des aiguilles, mais on peut le stimuler au doigt. On peut utiliser du liquide sous la peau. On pourrait utiliser un laser. Il faut juste changer la stimulation énergétique du point d'acupuncture qui se situe sur la peau. Il y en a à peu près 300. Puis il y a des réseaux de circulation électrique dans le corps. Donc, quand on pique à certains endroits, ben, on change le réseau électrique interne, puis on envoie un autre message au corps pour qu'il change euh, quelque chose. Donc, soit activer une production, soit diminuer. Mais c'est comme un réseau électrique. Quand on stimule un point, c'est comme si on mettait un interrupteur sur un circuit électrique. Donc, on va soit allumer la lumière, soit l'éteindre. C'est les deux seules choses qu'on peut faire en acupuncture, puis c'est le corps qui fait le reste. Fait que ça aussi, ça peut être utilisé en prévention ou en curatif. Même principe que l'ostéopathie pour ça. Donc, les deux se combinent très bien parce que c'est deux façons d'envoyer un message au corps de deux langues différentes. Good, super. Puis, quels problèmes on peut rencontrer chez les chiens qui peuvent être traités ou, ou comment qu'on peut l'utiliser en prévention? Tu peux-tu me nommer des cas, par exemple, où est-ce que ça peut être utile? Ben, en fait, n'importe quand, un corps qui vit, puis qui se promène, puis qui juste vit, là, va finir par avoir des blocages. Nous-mêmes, d'y aller en prévention, ça peut être très positif parce qu'on va en avoir régulièrement des petits blocages. Il y a des situations où le corps va se débloquer tout seul, puis il y a d'autres situations où il va rester bloqué, puis là, oups, au bout d'un certain temps, oups, on a un torticolis, ou bien on se bloque le dos, ou bien on finit par avoir une blessure, une entorse. Le chien, c'est la même chose. Mais on ne le voit pas nécessairement. Tous les moments où le chien va juste faire ah, tiens, ça m'a fait mal, mais ah, ça, je suis pas capable de faire ça comme d'habitude. Quand on fait des sports avec son chien, les gens sont un petit peu plus à l'affût de toutes ces petites blessures-là. En agilité, ils vont dire ah, ils sautent pas comme d'habitude, ils hésitent avant de sauter, ou ils accrochent des barres quand ils sautent, ou son slalom, il le fait pas complètement. Ou quand on est en sport athlète, ben, la personne en arrière, elle voit que son chien court croche, court pas complètement droit. Il y a plein de petits signes qui fait que le chien, il n'y a pas de boiterie, il n'y a pas d'inconfort majeur, mais on voit qu'il ne travaille pas comme d'habitude. Fait que ça, c'est un beau signe de faudrait peut-être aller consulter. En croissance, l'animal peut avoir toutes sortes de blocages. Donc, il y a des moments dans la croissance où on aime bien les voir aussi. Juste la mise bas, au départ, c'est quand même un gros traumatisme pour le corps, comme pour les humains aussi. Fait qu'on aime bien les voir en partant. Puis après ça, ben, tout au long de la vie, ça peut être une fois par année, 2 fois par année, 4 fois par année. Ça dépend de ce que l'animal fait, de son tempérament aussi, puisque tu sais, il y a des chiens qui sont un peu patates de salon puis qui font trop rien, puis moins on fait de choses, moins on risque de se blesser. Mais quand on est très actif, qu'on fonce dans les arbres parce que on regardait pas en avant, ou tu sais, il y a plein de conséquences à un chien qui est très, très actif, ben là, on peut peut-être le faire voir plus souvent. Fait que, puis comme en maladie ou en problème de santé, il y a les contre-indications à l'ostéo puis la Q, c'est à la limite, on ne peut pas travailler sur des tumeurs localement, mais on peut travailler partout autour. Donc,
Il n'y a pas tant de contre-indications. Il faut juste que la personne soit à l'aise de travailler ce genre de problème-là. Moi, ça m'a pris 10 ans avant d'accepter de traiter des tumeurs et de traiter tout ce qui venait autour. Fait que, tu sais, ça prend un certain temps. Euh, les fractures aussi, c'est sûr que je ne vais pas travailler une fracture d'emblée. Il faudrait peut-être comme régler la fracture avant. Mais après, une fois qu'elle est soit allée en chirurgie, soit dans un plâtre, il y a plein de choses qu'on peut faire autour pour activer la guérison, pour activer la circulation. Fait on peut quand même les voir, mais il ne faut pas se dire que c'est ça qui va régler le problème, là, tu sais. Les infections, même chose. On a une infection, il faut prendre des antibiotiques, il faut traiter au niveau médical avant, mais ça peut très bien stimuler. Tu sais, j'ai des rhinites, par exemple, chez le chien ou chez le chat aussi, où on va donner des antibiotiques, puis il y a tellement de mucus que l'antibiotique ne se rend même pas, puis là, ça devient chronique parce qu'il n'y a plus de circulation, fait que même la médication ne peut pas se rendre. Là, dans ce cas-là, on va utiliser l'ostéoplaqué ou le laser en physio pour essayer de changer l'apport sanguin. Puis là, le médicament va faire effet dans les 24 heures. Fait que ça peut être aussi une façon d'intégrer ces médecines-là à la médecine conventionnelle, puis d'utiliser de la médication. Puis là, on le fera en combinaison. Good. Fait qu'on n'est pas obligé d'attendre d'avoir un vieux chien ou que notre chien soit physiquement atteint là, pour consulter, là, de ce que je comprends. Ah, L'idéal, c'est de le c'est faire vrai. avant. Voilà. Et au pire, ben, vous écrivez au vétérinaire qui le pratique, puis il va vous dire si c'est utile ou pas, tu sais. Moi, j'ai souvent des mails, là, puis là, c'est une description. Mon chien, il a ça, 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 il a tel âge. Ou c'est quand le meilleur moment. Tu sais, moi, j'en ai vu à 2 jours d'âge, là, des chiens, là, tu sais. Puis éventuellement, ben, après ça, c'est plus. Tu sais, dans les cycles, là, le plus tôt après la naissance, dès que vous l'avez. Après ça, on peut attendre, ça dépend après ça de l'état du chien, là, mais quand il va bien, c'est à peu près vers 6 7 mois. Puis après ça, il y a un autre pic de croissance autour de 18 mois ou autour de 2 ans. Puis là, ça dépend des races, tu sais. Les grandes races de chiens, on va les voir un peu plus souvent. Je vais peut-être les voir s'il y a des déviations de pattes, s'il y a de la panostite qui est un problème de douleur de croissance. Fait que ça aussi, on peut les voir plus souvent quand ça arrive. Mais en croissance, c'est à peu près ça. 2 fois dans la croissance, 3 fois. Puis après ça, durant la vie, ben, une fois par année, c'est bien. Quand l'animal va très, très bien puis qu'il n'est pas ultra actif aux 2 ans, ça peut être une bonne idée. Puis après ça, ben, tu sais, entre 7 et 10 ans, ben là, on peut les voir plus une fois, 2 fois par année, mais là aussi, ça dépend encore de l'état du chien, de ses maladies, de ce qui se passe avec lui. Puis le plus rapproché, moi, je vois pas vraiment de chien en dessous d'un mois d'intervalle. À part quand il y a un problème sérieux de santé, c'est une grosse hernie discale, un gros problème aigu, où là, je vais peut-être le voir une fois par semaine au départ, puis après ça, on espace, surtout en acupuncture, en physio. Mais en ostéopathie, là, c'est vraiment plus au mois, 2 mois. Il faut laisser le corps travailler un peu avant, là, OK. de- Puis j'imagine que des fois, quand tu rencontres des patients canins, tu dois avoir vu des causes cliniques sous-jacentes aussi que le propriétaire ne soupçonnait pas, ou mettons, comme l'humain, j'imagine l'animal peut compenser aussi avec un membre, on s'en rend pas compte, puis là, on développe des radars, des problèmes ou autre chose. Ben, même des fois la boiterie n'est pas de la bonne patte. Fait que des fois, tu sais, on a l'impression qu'on voit une boiterie dans l'arrière, puis finalement, ben, c'est une boiterie dans l'avant ou l'inverse. Parce que justement, la compensation est à 4 pattes, fait que c'est un peu difficile de vraiment savoir c'est d'où que l'animal boite. Il boite-tu vraiment ou ben, il est juste raide du dos? Quand ils ont des problèmes de dos, c'est beaucoup plus difficile à voir parce qu'il est juste raide. On n'est pas trop sûr s'il boite ou pas. Il y a aussi des fois où c'est important de faire voir par le vétérinaire juste parce qu'on a l'impression que c'est physique, que c'est locomoteur. Mais en fait, j'ai déjà vu un problème de diabète mal géré, puis il était très, très faible des pattes arrière. C'était pas du tout locomoteur son problème, c'était métabolique. Donc là, c'est une prise de sang qu'il faut faire, puis c'est un suivi parce que c'est pas son corps locomoteur qui est le problème. Fait que ça peut être. Le fait d'être vétérinaire, ça l'aide aussi à voir ce genre de situation-là. Des masses aussi, des fois, sur les pattes qui peuvent faire des douleurs, puis finalement, c'est une tumeur ou c'est autre chose. C'est un peu ça. Euh, ouais. Puis pour monsieur, madame, tout le monde, là, ça serait quoi les indices que, tu sais, c'est le temps de consulter puis de pas niaiser? Un chien qui a mal, là,
il va pas, il y a des gens qui attendent que l'animal se plaigne de quelque chose, chigne, crie, puis ils me disent, non, il n'y a pas si mal que ça, il pleure pas. Mais un chien, ça pleure pas quand ça a le mal, ça va plutôt se cacher, ça va rester dans, tu sais, il va moins vouloir aller, tu sais, si c'est un chien très, très content de nous voir, ben, il va peut-être pas aller nous voir à la porte ou il va attendre avant d'y aller. Euh, Souvent, ils vont moins manger, pas tout le temps, par exemple, mais les signes, c'est surtout l'arrêt de l'exercice ou le fait qu'ils ne veuillent pas venir nous voir ou qu'ils se cachent. Mais c'est pas, faut pas attendre qu'ils se plaignent. Il ne se plaindra Mhm. pas. Dès que l'animal a une boiterie, dès qu'il met moins de poids sur un membre, c'est qu'il y a une douleur. Parce que nécessairement, il déporte son poids, c'est que ça fait mal. Si ça faisait pas mal, il mettrait du poids dessus. Fait que c'est important d'aller consulter dès que l'animal montre une boiterie ou quand il déporte son poids, là. La meilleure façon de le voir, c'est quand il est en train de manger, parce que là, il ne pense pas qu'on le regarde, puis c'est là qu'il est concentré sur autre chose. Puis là, il va se déporter son poids à gauche ou à droite, ou il va avoir plus de difficultés, puis il ne sera pas capable de manger toute sa ration complète confortablement s'il n'est pas bien sur une de ses pattes. Fait que des fois, ils vont se coucher pour manger, des fois, ils vont s'asseoir pour manger, des fois, ils vont lever une patte. Puis là, on les regarde, ils pensent qu'on les regarde pas, fait qu'ils vont démontrer vraiment comment ils se sentent dans leur corps. Fait que ça, c'est un bon moyen de voir, là. OK, d'accord. Moi, souvent, je remarque, tu sais, puis surtout en éducation plus, là, tu sais, le chien qui refuse de s'asseoir ou qui refuse de se coucher, tu sais, les gens disent, ah, ben là, il est têtu, il sait, mais je dis, ouais, je suis pas sûre, là, je l'observe, puis ça a l'air pénible de s'asseoir puis se coucher, là. J'imagine que c'est des choses que tu dois voir régulièrement. Oui, tout à fait. En fait, on les fait s'asseoir puis on les fait se coucher en consultation pour voir comment ils s'y prennent parce qu'effectivement, un chien qui se couche tout d'un coup, qui n'est pas capable de s'asseoir, c'est souvent parce qu'il a mal au dos ou qu'il a mal aux jambes en arrière. C'est un des deux. Les coudes aussi, là, tu sais, le chien qui se couche progressivement en avant, ça peut être qu'il a mal aux coudes ou aux épaules. Fait que oui, c'est des bons signes, ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Un chien qui sait cette commande-là puis qui le fait pas, c'est rarement parce qu'il est têtu, là. Il y a souvent de la douleur en arrière. Fait que c'est bien d'aller vérifier, mettons, tu sais, pour être sûr, effectivement. Good, super. Puis j'avais déjà d'autres questions pour toi, mais tu as comme répondu en même temps, fait que je les poserai pas. C'est super. Point de vue éducation, comportement. Là, je vais poser la question qui tue parce que je sais, ça fait le tour des réseaux sociaux depuis plusieurs années. Les outils d'entraînement, le harnais versus le collier versus le licou, toi, t'en penses quoi? Ça serait quoi le meilleur outil? Y en a-tu un vraiment meilleur outil entre toi et moi? Non, ça dépend tellement de la situation, là. Je peux pas dire c'est ça l'outil, là. Ça dépend de la situation. Fait que aller marcher, attacher une laisse après quelque chose, moi, je considère que le harnais, c'est la façon qui va le moins blesser le chien. Tu sais, c'est sûr. Sauf que un chien qui tire comme un malade, puis qu'on a de la difficulté à ralentir, il y a des harnais qui sont faits pour ça, qu'on peut utiliser pour ça, puis qui sont bien faits, avec une attache en avant, une attache en arrière, donc 2 points d'attache. Ça marche très, très bien parce que ça va tourner le poitrail du chien. Quand l'attache est en avant, ça permet de tourner tout le thorax au complet quand l'animal tire, donc il ne pourra plus tirer vers l'avant. Donc ça peut être un outil intéressant. Euh, J'aime beaucoup les Gentle Leader ou les Alti aussi dans certaines situations pour des très grands chiens où là, ils ont tellement de puissance dans le thorax que, je veux dire, un chien de 150 livres pour une petite madame de 90 livres, ça ne marchera pas. Tu sais, le harnais, il va l'acheter à terre. Là, c'est dangereux. Un bon Gentle Leader, bon Alti bien mis, ça peut être ultra efficace. C'est comme un harnais de cheval, c'est comme un licou de cheval. Donc, c'est le même principe qu'un licou de cheval. On l'attache en dessous. Puis quand l'animal tire, ben, ça lui tourne la tête. Ça, la pire affaire, par contre, c'est de tirer sur cette affaire-là On très allait fort. dire Là, ça, on ne va pas tirer pour empêcher notre non, chien en fait, c'est d'avancer avec pas ça, l'outil. là. L'outil est fait pour seulement diriger l'animal. Donc, on n'a pas besoin de tirer. Même que ça aussi, en double attache, ça peut être super d'avoir une attache à l'arrière sur le dos, puis une attache Mhm. au niveau du cou. Ça peut aider. Mais c'est pas fait pour tirer. Il faut surtout pas tirer raide parce que là, j'ai plein de douleurs au cou. Le collier, ça sert à mettre une médaille. C'est pas mal sûr.
Moi, j'attache jamais de laisse sur les colliers de mes chiens. Il y en a dans la maison parce qu'à un moment donné, s'ils sautent, je veux qu'ils soient identifiés, pareil, mais c'est le plus léger possible. Ça fait quand on attache quelque chose après un collier, peu importe qui serre le cou, qui serre pas le cou, bon, ça fait une pression sur la gorge, sur l'appareil trachéal. Il y a beaucoup de chiens qui ont des trachées un peu molles, puis là, ça va faire beaucoup d'irritation, puis ça peut les faire tousser à long terme. Ça peut créer après ça une inflammation chronique. Fait que, puis, tu sais, si on donne un coup en plus, ben là, on vient de traumatiser des fois les vertèbres. Oui, Fait que le moins possible. C'est sûr qu'après ça, il y a je sais qu'il y a des façons de corriger le chien qui utilise le collier. Euh, Malheureusement, c'est souvent mal utilisé. Fait que j'essaye souvent d'éviter ça parce qu'il faut vraiment l'utiliser très, très bien pour que ça fasse pas mal au chien. Puis là, ben, ça devient délicat parce que c'est pas tout le monde qui l'utilise comme il faut. Puis même si, mettons, le chien est assis, on le corrige un peu, OK, il a compris, mais la façon dont le chien est placé, dans l'angle dans lequel il est placé, ça peut causer des problèmes. Fait que je dirais que le halter puis le harnais, moi, c'est ce que je préfère. Collier juste pour mettre la lettre, la médaille, that's it. Puis après ça, des types d'harnais. Là, il y en a plein. Je ne sais jamais comment les enlever quand ils arrivent en consultation. Ils sont comme tous différents. Je ne sais pas comment les remettre non plus. Fait que je dirais le harnais que vous êtes capable de mettre le plus facilement sur le chien, qui dégage bien l'omoplate, oui. qui dégage bien le cou, qui a quand même un beau plastron en avant pour que si le chien tire, c'est pas deux petits maudits fils là, qui scient toute la cage thoracique. Les petits fils, c'est ça qui est drôle, c'est que on a tendance à dire que c'est très léger, donc c'est bien. Sauf que si l'animal tire, ça fait des cordes de pression à des mauvais endroits, puis ça peut créer des tendinites, ça peut créer des. Encore, si c'est trop haut au niveau de la gorge, ça va couper la circulation autant qu'un collier. Donc, il faut quand même bien dégager la pointe du sternum, l'os. Faut pas que Mhm. le harnais monte au-dessus de ça. Faut que ça soit en dessous de l'os. Fait que ça, c'est un premier truc à regarder. Puis après ça, il faut que l'omoplate à l'arrière soit bien dégagée. Puis que ça remonte pas trop dans le cou pour que l'animal, quand il lève la tête, il soit pas appuyé sur le harnais non plus. Voilà, on a une belle image Oui, ici de comment c'est d'ailleurs. dégagé au niveau de Belle la image parce qu'une image vaut mille mots, hein. Donc, Ah, si pas on veut bien. dégager, comme tu disais, le sternum. Ouais. Mais tu sais, ça descend bas, là. Son harnais, il coupe pas, il est vraiment sur l'os. Puis les deux bandes de chaque côté passent au-dessus de l'épaule. Donc l'épaule, c'est la petite articulation là, qu'il y a en plein milieu. Puis l'omoplate qui est en haut, elle est bien dégagée à l'arrière surtout, parce que c'est à l'arrière que le mouvement. L'omoplate est souvent à l'avant quand elle est à l'arrêt. Puis là, oups, elle recule quand le chien marche. Donc il faut dégager surtout l'arrière. Puis souvent, quand ils ont des mauvais harnais, ils ont des plaies à l'arrière dans l'aisselle, mais à l'arrière. Fait que ça aussi, c'est un endroit à vérifier. Puis quand on est à la marche, on n'a pas besoin d'avoir une attache sur le dessus qui est très, très loin en arrière. Ça peut être au niveau du thorax, puis c'est correct. Puis la attache en avant, elle est souvent au niveau du V, là, puis là, ben, l'idée quand tu as une attache en avant, c'est que ça soit au niveau de l'omoplate. Ça, je l'ai eu comme question, genre oui, mais ça bloque son épaule quand il marche. Le but, c'est de bloquer l'épaule quand il marche. Parce que ce qu'on veut, c'est que l'animal ne fonce pas à l'avant. Donc, si on ne veut pas que le chien tire, on va mettre la tâche à l'avant du harnais. Mais si on veut qu'il tire, parce qu'on est dans un sport athlé, mettons, ben là, on va changer d'harnais, ça ne sera pas le même harnais. Puis là, la tâche va être à l'arrière parce qu'on veut dégager les épaules puis faire en sorte que l'animal puisse bouger puis avancer puis tracter le plus possible. Donc, ce n'est pas du tout la même attache. Quand on met le chien dans une voiture aussi, on l'attache à l'arrière et non à l'avant parce que là, s'il y a un choc, s'il y a un coup, puis que ça, c'est à l'avant, ça va bloquer les épaules puis ça peut le blesser. Donc, l'attache à l'arrière, là, elle sert dans la voiture, elle sert quand on marche, mais qu'on va avoir deux points d'attache. Donc, un attache en avant, une attache en arrière. Puis quand on tire, mais à la limite, quand on marche un chien, on peut l'attacher seulement à l'avant, puis le chien ne pourra pas tirer. Mais dès qu'il ne tire pas, il y a une belle mobilité. Voilà pour la Mhm.
Fais-tu le tour du Good, super. J'aime ça parce que, tu sais, souvent, ben, tu sais, en éducation canine, on en voit de toutes les couleurs. Il y a plein d'harnais, il y a les LT, les ci, les ça. Puis je pense qu'il faut vraiment adapter ça selon le chien, la morphologie, puis l'éducation aussi. Tu sais, j'ai un chien Ouais, j'ai un Danois, comme tu dis, avec une madame de 90 livres, qui est ouais, réactif. Ben, j'aurais tendance à utiliser un harnais avec une bonne poignée, puis exact, un licou en plus, mais pas exclusivement sur le licou, parce que s'il parle, la tête parle, là, puis exactement. là, on peut Tu se sais, j'ai retrouver vu des harnais, tu sais, des harnais qui sortent aussi du chien, là. Le chien, il recule, il va catcher. Qu'en reculant, il peut sortir du harnais, tu sais. Fait que d'avoir 2 points d'attache, puis, tu sais, d'avoir une attache sur le licou en avant quand on a tendance à avoir un chien qui se sauve, c'est bien. Oui, Ça protège. Tu sais, c'est ça. Voilà. good, super. Mais j'aime ça comme réponse parce que ça confirme que rien n'est blanc, rien n'est noir. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de bien essayer le harnais, le magasiner, puis l'ajuster correctement, Ils puis ont tous vérifier des les points corps qui sont pas. différents, tu sais. Fait que, oui. Ouais. Ouais, on parle du chihuahua au grand danois, hein, donc on a des Bon, là, morphologies. je veux dire, c'est des harnais de chat, là, quasiment. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup pour chiens, tu sais, fait que c'est tout petit, tout petit. Mais quand même, c'est souvent ceux-là qui ont des petites cordes puis qui sont toutes fendues en dessous. Ouais, bon. Là, j'ai une deuxième question qui tue. Ouais. On se croirait, tout le monde en parle. Le temps qu'on peut allouer pour une dépense en activité physique ou une marche à un jeune chien. Ouais. OK. Bon, est-ce que c'est un mythe? Tu sais, nous, on disait à peu près toujours 5 minutes par mois d'âge, mais tu sais, moi, je suis toujours, il y a un mais. Tu sais, si j'ai un husky, Euh, on a mais, là, mais parce 5 que, minutes, ouais, le chien va euh, graffiner, là. moi, Mm. si j'avais fait ça avec mes chiens, là, je pense que je serais morte. Fait que, bon. Comment tu vois ça? Qu'est-ce qui t'expliquerait? Je suis sûre qu'on te l'a déjà demandé. Qu'est-ce que. Ben là, tous les jours, mais je dis, faut écouter son chien. Ouais, Fait que, tu sais, ça, c'est facile à dire, mais il faut l'observer. Un chiot, ça ne devrait pas travailler, je dirais, physiquement, là, on va dire, ouais. de façon régulière, donc un entraînement physique avant l'âge de 8 10 mois, je dirais, là, OK, 7 à 10 mois, dépendant des races, parce que là, bon, ça, c'est un entraînement physique. Je dis pas de pas aller marcher, de pas commencer des petits jogs, de pas, tu sais, comme de jouer avec dans le cours puis qui court, je veux dire, c'est pas ça. Ça, c'est du jeu. Le jeu, c'est tout le temps. Je veux dire, le chien peut jouer dès le début, puis ça va avec sa forme. Le chiot, là, il sait quand il est fatigué. Fait qu'il vient jouer idéalement. Là, je vais parler dans l'idéal, OK? Vous autres, vous êtes que là pour être avec votre chien, OK? Vous ne travaillez pas, vous ne faites rien d'autre que vous occuper de votre chien. Mais il va venir vous voir, puis il va dire, hey, moi, je veux jouer. Parfait, on joue, on togue un peu, on joue avec des jouets. On ne fait pas mordre les mains, on mord des jouets, puis on y apprend ça à travers le jeu. On peut y apprendre plein d'affaires. Puis tant qu'à ça, bon, on va, hey, assis-toi donc, tu sais, on va lui donner une petite garderie. Là, à un moment donné, il va se désintéresser de nous autres, puis il va s'en aller se coucher dans un coin. Mais Ouais. ça veut dire que c'est assez. On arrête. C'est tout. Fait que peut-être que ça va prendre 10 minutes avant qu'il s'en aille. Peut-être que ça va prendre 5 minutes. Peut-être que c'est 30 secondes. C'est correct, on le respecte. Puis on le regarde quand même le temps. OK? Mhm. Parce que ça, c'est une observation. En tout cas, moi, comme vétérinaire, quand la personne elle vient avec mettons, un bouvier bernois. Puis là, elle dit, ah, il est super calme, mon chien. Il a 5 mois, il fait rien. Il est couché dans un coin. Il vient jouer 5 minutes, puis il va se recoucher. Pas Mhm. super bon, ça. C'est comme, c'est pas totalement normal, tu sais. Il devrait jouer plus que ça. Fait que moi, de dire, ben, il vient 30 secondes jouer, puis après ça, il se couche, il va peut-être faire des petites radios de ses coudes, de ses hanches, puis checker un peu son corps, parce que probablement qu'il y a de la douleur tellement vite qu'il se couche. Fait que, tu sais, ce genre de situation-là, là, c'est comme s'il jouait pas assez. À l'inverse, un border collie, qu'on se dirait, ah ben là, ça va jouer pendant des heures et des heures et des heures. Pas tant, non. Puis s'il joue pendant 1 heure sans arrêt, puis il n'est pas capable d'aller se coucher, ça, c'est l'autre extrême, de dire, ouais, il est peut-être un peu hyperactif, le chien, ou il y a de l'anxiété qui fait passer comme ça, parce qu'il y a des chiens qui sont anxieux, puis qui jouent pour couper leur anxiété. Fait qu'on n'a pas l'impression que c'est négatif parce que c'est pas un comportement négatif, mais ça dénote un stress, une hypervigilance, quelque chose qui est pas bien géré, même si c'est un chiot. Fait que il y a un entre-deux à faire, un 5 10 15 minutes de jeu, il va se coucher 1 heure, il revient aux heures jouées, c'est bien correct. Puis après ça, dépendant du nombre de mois puis du chien, tu sais, il y en a qui vont jouer 20 minutes dehors, puis le chien va être correct, puis il y en a d'autres, c'est comme ça finit plus. Euh,
c'est là que c'est difficile. Ça Ouais. dépend aussi de comment le chien joue. Il est-tu comme ça tout le temps ou bien il est capable de faire des pauses, il est comme il se relaxe un peu, puis après ça, il revient jouer. Fait que de nous le filmer, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez filmer votre chien en train de jouer, en train de, dans différentes situations. Ça dit beaucoup, beaucoup sur son comment il vit son Mhm. activité dans la journée. Un chiot, oui, ça adore beaucoup, mais ça joue souvent. Euh, je suis pas capable de dire un temps parce que, tu sais, Puis après ça, ben, l'entraînement, c'est ça. À partir de 6 mois, là, sur la plupart des races de chiens, je dis pas des grandes races, là, parce que là c'est plus 8 10 mois, mais la plupart des races, on peut commencer à les faire trotter, pas aller faire du vélo avec son chien à 6 mois, là. Ça, c'est comme too much, on Non, on va aller s'entend? faire un sprint, là, où est-ce que le chien va aller chercher à pleine amplitude, puis les ligaments sont pas formés à cet âge-là encore. Non, non, non. Mais de travailler un peu sur les ligaments, de le faire courir un peu, de le faire se ralentir, c'est excellent. Une aussi des pires affaires, c'est de dire je vais aller le brûler. Fait que là, je vais aller le brûler en lançant la balle dehors, C'est là ce non-stop. que je voulais m'en venir, tu sais. Parce que les gens Ouais. qui ont des chiens Donne-toi un actifs, signe. là, Ouais, comme mon berger que j'ai ici collé qu'on voit pas, là, puis mes Alaskan, là, ouais, tu sais, si Kémic, qui a 14 ans aujourd'hui, quand il était petit, je l'amenais courir 30 minutes, c'était pas, même à 5 mois, ça n'aurait jamais été assez. 30 minutes, c'est ça. 1 heure, c'est des chiens qui sont capables de courir 90 km dans moins 40, à tirer un traîneau, il faut faire attention. Est-ce que je suis pas en train Ouais, d'en créer un athlète puis de le surstimuler quand il est jeune? exactement, exactement. C'est ça que j'allais dire, c'est qu'après ça, le chien qu'on a, il y a aussi, il faut qu'on soit capable, quand on commence des activités avec son chien, même chiot, il faut savoir qu'après, il va falloir le tenir. Il va falloir faire ça un bon bout de temps dans sa vie. Donc, idéalement, il faudrait créer des moments d'activité qui vont être constants tout le reste de sa vie. Donc, il ne faut pas surstimuler parce que là, si on surstimule, on va créer un athlète, puis l'animal va avoir besoin de ce sport-là après tout le temps. Puis souvent, les chiens de sport ou non, de travail, la plupart des chiens de sport sont des chiens de travail à l'origine. Donc, instinctivement, le travail, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il faut leur apprendre des moments de pause, puis de jeu, tout l'horaire doit être créé au complet. Donc, on crée des moments de jeu, on crée des moments de travail, on crée des moments de pause. Là, tu dors, là, tu joues, là, on va s'entraîner, là. Et je pense que les chiens les plus sains dans leur tête, c'est des chiens qui sont encadrés dans toutes les sphères de leur vie. Pas juste, je vais aller le faire jouer à la balle, genre 1 heure et demie, il va dormir après. Non. Parce que là, il va être stimulé, 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 puis après ça, il va dire, mais qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que je fais après? Comment? Même s'il est brûlé, il va pas s'arrêter. Il va faire, je suis fatigué, mais c'est pas grave, tu sais, faut que. Fait que de faire des moments, puis que ce soit régulier, un chien, ça a besoin de routine. Fait que de dire, ben, à tous les lundis matins, on va aller courir, puis après ça, on fait une pause, puis on relaxe. Puis tout le temps, c'est tout le temps ça. Fait qu'il va le Ouais. savoir. On va Des dire, OK, là, routines, en fait. Des routines pour que le chien anticipe qu'est-ce qu'il peut faire dans une journée. exactement. Tu Mm. sais, moi, là, quand je suis dans mon bureau ici, là, puis que ma porte est fermée, mes chiens de l'autre bord, ma border collie adore de l'autre bord de la porte, puis elle sait que quand je suis dans le bureau, il n'y a rien qui va se passer, puis elle adore, tu sais. Puis là, dès que je sors, là, oups, OK, on va-tu marcher, on va-tu jouer, qu'est-ce qu'on va faire? Puis dépendant du harnais que je sors, elle sait quelle activité on va faire. Mais ça, c'est quand même positif, elle va le savoir. Une autre affaire aussi, c'est que si on va jouer à la balle, on va jouer à un jeu, on le fait, on réchauffe avant, tu sais, on fait marcher, que ce soit un chiot, un adulte, peu importe, il y a un moment dans le jeu où il faut que ce soit progressif et au début et à la fin. Donc, de laisser du temps pour le réchauffement. Donc, moi, la meilleure solution, je trouve, c'est quand tu vas jouer au parc. Fait que là, tu marches pour te rendre au parc. Tu fais des petits cercles autour de nous, puis on fait des petits cercles pour travailler les différents muscles du corps. On peut le faire sauter après la balle un peu en chemin, tu sais, juste pour bouger les muscles. Puis après ça, rendu au parc, on lance la balle une couple de fois. Le chien est réchauffé. Le retour, même affaire. On est en train de marcher. On diminue la fréquence cardiaque. Puis arrivé à la maison, on boit, on va se coucher. C'est comme Mhm. setup parfait de Fait sport. que, si je comprends bien, parce que moi, c'est des questions qu'on me pose souvent, puis ça soit agilité ou n'importe quoi, tu sais, à quel âge mon chien peut commencer à faire du sport? Je suis là, wow, minute, tu sais. Moi, honnêtement, un jeune chien, je me concentre sur ça, les routines, apprendre à te gérer dans une maison, déjà te comporter, savoir ce que tu peux gruger, ce que tu peux pas gruger, c'est déjà quelque chose en soi, la propreté.
À partir de 8 mois, là, on peut commencer à parler plus sérieusement de sport, que ce soit n'importe quel sport, n'importe quelle activité intense et soutenue. Mais oui, nos chiens, ils ont besoin de jouer. Il faut juste un juste milieu. Mais c'est sûr que j'imagine que tu dirais pas, mettons, à une personne qui a un grand danois de 8 mois, Non. d'aller faire un 5 km canicross du jour au lendemain, là. Ben, Mais même nous non, autres, mais non, faire un c'est 5 ça. km du jour au lendemain, Non, c'est un peu ça marche pas. solitaire, là. Alors, la règle, là, je dirais effectivement à partir de 6, 7, 8 mois, donc la puberté, dans le fond. Ça, c'est la puberté. C'est l'équivalent d'un jeune adolescent de 12 à 14 ans, mettons. On n'irait pas faire, tu sais, on le sait chez les humains que ça crée des problèmes chez les jeunes athlètes de trop stimuler les articulations. Voyons, les plaques de croissance ne Oui. sont pas fermées, ne sont pas terminées. Donc, à 7, 8 mois, on peut commencer donc le comportement du sport. C'est ça, dans le fond, qu'on commence à établir. On ne fait pas un vrai entraînement. À ces âges-là, on fait juste. Moi, je faisais marcher ma border collie à côté de ma petite tauleuse qui était plus jeune. Puis j'y apprends à faire des petits départs à la course. C'est quoi courir? Quand on croise un chien, tu restes dans ta ligne, tu restes là, même si on est à la marche. Au début, on marchait, mais elle s'habituait au harnais, elle s'habituait à être droite, elle s'habituait aux autos qui passent, à plein d'affaires, et d'avoir le matériel de sport, quitte à courir 10 secondes, tu sais, puis après ça, on arrête, puis après ça, on recommence, puis après ça, on arrête. D'avoir les règles aussi, de dire, tu sais, quelqu'un qui fait du sport athlète, ils vont vouloir faire gauche, droite, les directions. On peut tout leur apprendre ça quand ils sont bébés, s'il n'y a pas de problème, mais c'est pas un sport soutenu où l'articulation va être traumatisée. Ça, pas avant, tu sais, je dirais les très petites races, c'est 1 an et demi environ, les plaques de croissance qui se ferment. Les grandes races, c'est plus 2 ans, 2 ans et demi. Fait Ouais. qu'entre 1 an et demi puis 2 ans et demi, tu sais, comme c'est dans ce range-là que les articulations se finissent. Mais là, on n'a pas encore la masse musculaire totale non plus. Fait que la vraie masse, l'adulte, là, c'est en 2 et 3 ans, où là, ils deviennent adultes. Fait qu'avant 2 ans, là, c'est du stop and go, c'est des règles à suivre. Puis après ça, ça dépend des chiens. Moi, ma border collie, à 1 an et demi, elle courait très, très bien. Puis, tu sais, on faisait des 5 kilomètres ensemble sans aucun Mhm. problème. Puis, elle était très à l'aise de faire ça. Fait qu'il faut comme. Mais je l'ai buildé tranquillement aussi. Puis, entre 1 an et demi puis 2 ans, on a commencé à faire de plus en plus des distances. Au début, c'était à la marche. Après ça, c'était marche-course. Après ça, comme on ferait pour un humain qui commence à courir. Fait que ce que j'aime des sports athlètes, c'est que vous courez en arrière aussi. Mais même si, mettons, nous, on est entraîné pour ça parce que c'est pas nécessairement le premier chien avec lequel vous courez. Vous êtes entraîné, mais il faut vraiment se dire que le chien aussi, c'est pas un athlète né. Il faut qu'on l'entraîne tranquillement. Fait qu'il faut le repartir de zéro, comme quand nous, on apprend à courir au départ. C'est la même chose. Mhm. Fait que, ouais, pas avant 6 mois, 8 mois. Ouais. Ouais. OK. Fait que, tu sais, puis là, je veux pas mettre de doigt sur personne, mais des fois, j'ai des clients qui me disent, ah, tu sais, le spécialiste de mon chien m'a dit de pas l'amener faire du canicross avant l'âge de 2 ans. Je suis là. Mais je dis, tu sais, le chien, en théorie, quand il court après la balle, il court pas mal plus vite que toi puis moi, là. Exactement. Fait que, tu On sais, parle pas de vélo ou de, tu non. sais, cage en Alors, traîneau. je pense que là, ça m'amène sur c'est ça, la balle, là, puis le Ouais. frisbee, puis ça, là, attraper Ouais. un objet, c'est Ouais. le pire sport. En fait, c'est ce qui demande le plus au corps. C'est extrêmement difficile parce que l'animal, il va juste se concentrer sur l'objet à attraper. Puis tout ce qui va venir après, il s'en sac. Il calcule pas. Fait que là, je vais le pogner, le cossin, puis après ça, on arrivera. Fait que un chiot, c'est encore pire parce que là, il est encore moins formé. Donc, ligaments croisés rupturés, des problèmes de dos, des hernies discales, de l'arthrose prématurée, tout ça va se causer par des sauts répétés. Fait que je dirais que d'aller à la limite apprendre à faire du canicross, puis d'apprendre le mouvement, de trotter, arrêter, c'est vraiment plus facile pour le corps que d'aller jouer à la balle 20 minutes. Tu sais. Fait que je suis bien d'accord avec toi que si on a à choisir une activité avec son chien en croissance, ben, je préfère qu'on aille l'habituer avec le harnais, l'habituer dans des situations où il va marcher, courir, apprendre à gérer les sons autour, apprendre à gérer son sport et à gérer l'attention qu'il va porter. Et ça, c'est quand même long, là. Puis, mais ça dépend des chiens. Il y en a qui l'apprennent plus vite que d'autres. Mais même quand ils l'apprennent au début, euh, tu sais, c'est pas des distances, c'est vraiment par rapport au chien. Moi, je vais me dire, mettons, ma chienne, c'est ça que je faisais. Je la faisais courir. Quand elle trotte, là, puis que le harnais, il reste tendu, puis elle ralentit même pas, puis elle est vraiment à l'aise, je le sais qu'elle est capable de le faire.
je poussais pas plus qu'un kilomètre au début, là. Tu sais, on essayait de courir 5 minutes, puis après ça, on arrêtait, on marchait. Puis, à un moment donné, on le voit que le chien ralentit. On voit que, oups, là, c'est assez. Bon, ben là, on va marcher. Puis on revient en marchant, puis on fait des pauses. Puis, il faut être très à l'écoute du chien qu'on a parce qu'ils sont vraiment pas tous pareils. C'est vraiment difficile d'avoir un. Mais si on l'écoute, puis qu'on voit que l'animal a ralenti, qu'il se couche, qu'il s'assoit, ben, il faut l'écouter, là. Ça veut dire qu'on était à sa limite. Mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, moi, je suis toujours en cas de doute. Ben oui, consulte ton vétérinaire, là. Si tu as des doutes sur les capacités de ton chien, ça va être la meilleure personne placée pour te dire oui ou non. Mais sinon, comme on parle des sports, qu'est-ce que tu penses, toi, mettons le dog diving, l'agilité, tu sais, c'est des sports qui sont en croissance, le frisbee, parce qu'il n'y a pas juste les sports à clé, là. On parlait tantôt, toi puis moi, avant, on parlait, mettons, course au leurre, tu sais. Ouais. C'est là où est-ce que je pense que tu vois le plus de blessures, les sauts, les sprints rapides. Et le plus difficile pour toutes les articulations du corps, c'est les stop and go, les virages très serrés, pour les genoux surtout, pour le dos, puis les sauts, évidemment. Puis en fait, en agilité, j'ai moins de blessures parce que l'animal est conscient, il ne court pas après quelque chose. Il fait juste faire une action, mais c'est contrôlé. Comme quand on est dans le bois, l'animal est lousse, il court, il saute par-dessus des roches, il saute par-dessus des troncs d'arbres, il l'a provoqué. C'est lui qui a décidé de sauter, puis il est conscient qu'il va atterrir. Donc là, son corps, il est préparé à atterrir, il est préparé à l'activité qu'il va faire. Donc, il y a beaucoup moins de blessures dans ces situations-là. En plus, ils sont entraînés, fait que l'agilité, c'est excellent parce que il va apprendre avec les cours, puis les gens qui sont les bons professionnels qui enseignent ça. Au début, ils travaillent, là, la fondation là, qu'ils appellent, c'est vraiment à ce que l'animal soit bien dans un terrain d'agilité, comprenne les différents obstacles, c'est de prendre conscience de son corps. Fait que ça peut être excellent, ça. Puis après ça, de faire des petits sauts, de faire des petits obstacles, c'est vraiment juste pour habituer son corps. Puis dans le fond, quand c'est en croissance, le corps, il change. Donc, tu es obligé de tout le temps réapprendre parce que, justement, un grand chien qui pousse vite, il ne sera plus capable de faire le slalom là, dans 2 mois là, parce qu'il n'y aura pas la même cage thoracique, ça ne va pas plier pareil, il faut le refaire tout le temps. Fait que de faire ce genre d'entraînement-là pendant la croissance, c'est une belle conscience de son corps. Toutes les activités où là, il faut attraper un truc, même si c'est dans l'eau, le dog diving, ben, il y a des blessures de ça parce que là, ça dépend comment le chien part du bord. Il faut quand même qu'il saute, il faut qu'il se donne une propulsion. Il y en a qui scrapent tous voyons, les coussinets sur le bord. Ça dépend de comment le bord est fait. Puis après ça, une fois qu'il est dans les airs, ben, il faut qu'il saute le plus haut possible. Il traque sur quelque chose dans les airs. Donc, problème de cou, problème de bas de dos, problème de queue molle parce que là, toute la ligne dorsale est surstimulée. Puis l'atterrissage dans l'eau, c'est pas sans choc non plus complètement. Puis il y a des chiens qui nagent très mal, qui n'ont pas appris à nager. Un chien, ça devrait nager avec le dos flat sur l'eau. Le dessus du dos devrait être apparent. Donc, quand le chien est comme ça, le coup, là, j'ai eu tellement de torticolis pendant l'été de chiens qui nagent trop parce qu'ils nagent trop la tête dehors. Un des trucs, si vous voulez faire nager votre chien, une flotte, un gilet de sauvetage pour le chien, même si c'est très bien nager, c'est pas une question de ma border collie qui nage comme une déesse dans l'eau. Elle a sa flotte tout le temps parce que ça fait que le dos est droit, ils n'ont pas de tension dans le cou. Fait qu'ils nagent avec leurs 4 pattes, ils font travailler les côtés. Ça, c'est excellent. Mais la flotte est importante, puis il y a une poignée par-dessus, fait qu'on peut les prendre facilement. Fait que ça, c'est excellent. Mais donc, tous les sports où il faut attraper un objet, là, prudence, prudence, puis bien réchauffer l'animal avant, Ouais. faire des extensions, des flexions des membres, le faire des cercles avant pour que ses articulations soient habituées de le faire. Tu viens de soulever un point, là, puis je ne l'avais pas noté dans mes choses, mais justement, tu viens de dire, tu sais, un bon échauffement, puis tu me diras si je me trompe, mais c'est un peu comme l'humain à la course, maintenant, on ne fait plus d'étirements statiques. Puis moi, chez le Non? chien, Ouais. je propose plus, comme tu dis, des tournants, faire un jog léger, des choses comme ça, parce que bien souvent, on va trop loin. Des fois, on étire le muscle. Moi, je le fais plutôt entre les entraînements, Ouais, après, tu sais, un peu comme nous, tu sais, tout on à va fait. faire nos Ben, en fait, échauffements statiques. effectivement, chez l'humain, c'est la même chose. Dans le fond, ce qu'on comprend du muscle, c'est quand on l'étire, Mhm. dans le fond, quand on travaille, on contracte le muscle. Donc, on est plus en contraction qu'en étirement. Donc, si l'activité qui suit va être des contractions répétées, ce qu'on veut pour réchauffer la masse musculaire, c'est créer des contractions, mais moins fortes pour que l'apport sanguin arrive. Donc, on fait des flexion-extension, flexion-extension. On veut réchauffer les articulations surtout. Donc, c'est des mouvements articulaires
c'est même pas besoin d'être le chien qui le fait. On peut le faire nous-mêmes avec la patte, mais il faut que la patte soit molle. Ouais. Si l'animal n'est pas mou, puis qu'on le fait juste marcher, mais là, c'est de la marche, donc c'est l'activation de la circulation sanguine, puis le réchauffement musculaire. C'est ça qu'on veut avant le sport. C'est vraiment comme nous, effectivement. Puis l'étirement, ben là, c'est contre-productif quand on le fait avant parce que euh, on, On vient surstimuler le muscle. En fait, on peut même créer des on on micro-déchirures. n'est pas en train de stimuler la circulation sanguine. Fait Ouais. que après, oui, effectivement, mais pas complètement à chaud non plus. Il faut le faire quand ça fait quelques temps là, que l'animal a arrêté. Parce que après aussi, il faut faire circuler le sang. Fait qu'un bon réchauffement puis un bon ralentissement, dans le fond, là, refroidissement, c'est que on fait marcher, on fait des virages, des petits 8 autour de nous. La finale, c'est la même affaire. On réduit la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, on fait circuler le sang dans les muscles. Une fois que l'animal est calmé puis qu'il est froid, pas dans 10 ans, là, mais comme 10 minutes après, mettons, là, on peut commencer des petits étirements pour aller étirer la masse musculaire, mais pas trop tôt après non plus. Ouais, d'accord. Puis, ben, moi, c'est là aussi que je vois si j'ai des raideurs. Puis, si j'ai une blessure, c'est plus là que je vais le voir qu'à chaud. Parce que, ben, si j'ai des chiens vieillissants, là, mais c'est comme nous, tu sais, on vient de s'entraîner. Normalement, on ne devrait pas comme on court full pin, puis on arrête, puis on s'assoit, là. Tu sais, on a une petite période une période réfractaire. C'est On, ça. on C'est ça. continue de marcher puis de diminuer notre rythme cardiaque. Puis Ouais. pour les chiens, j'imagine, pour n'importe quel sport, ça doit être comme ça. Là, on a une pause, puis après ça, je vérifie est-ce qu'on a des points chauds encore quelque part. Parce que normalement, après une quinzaine de minutes, là, sauf si ça fait Ouais. un coup, C'est on pas n'a pas pire. de points chauds puis des raideurs. Puis c'est là qu'on vérifie les articulations. Puis Ouais. tout ça. On touche notre chien partout, voir s'il y a des régions qui réagissent plus, mais à chaud, il ne nous le dira pas. Tu sais, ça paraîtra pas non plus. Fait qu'il faut attendre un petit peu. Exactement. Moi, c'est ça où est-ce que je voulais mettre le point, c'est qu'au début, des fois, je voyais des gens qui tu sais, puis qui allaient à fond là, dans les étirements, puis j'étais comme, je voyais le chien avec plein de signaux d'apaisement, puis j'étais non, il y a quelque chose quelque part là qui est pas, tu sais, en tout Puis cas, en je sais plus, pas à le quel chien, point là, c'est il est bon ou pas, tu sais. ouais, il est très à l'écoute de son propre corps. La plupart des chiens s'étirent eux-mêmes. On n'a pas tant besoin de les étirer. Puis même que l'étirement comme tel, moi, c'est un signe que je vois. Il s'étire-tu, votre chien, ou il s'étire pas? Il s'étire-tu juste en avant ou juste en arrière? Il fait-tu juste les pattes arrière puis il n'est pas capable de faire le chien tête en bas? Ou bien il fait le chien tête en bas, mais il ne s'étire pas l'arrière? Le secouage aussi. Le secouage, c'est un super bel Ouais, échauffement pour le ça, je chien. m'en ai dire, surtout pour les chiens qui se baignent, là. Ben C'est oui, pas quand jusqu'au bout de la queue, là. jusqu'au bout de la queue. S'il fait pas ça, il y a quelque chose de bloqué quelque part, tu sais. Fait que ça aussi, c'est un signe que je vois. Fait on n'a pas tant besoin de l'étirer. Il le fait lui-même. Mais le réchauffement, par exemple, ça, il faut le faire. Good. Hey, merci, c'est vraiment super intéressant. Puis là, on s'est promené un peu, mais je revenais au niveau du comportement, tu sais, parce qu'on s'entend, on fait beaucoup de comportements hein, chez Animation. Puis moi, je vois plein d'affaires, des fois, autant au niveau, je pense, du microbiote, n'importe quoi. Il y a il y a des conditions qui influencent vraiment beaucoup le comportement de nos chiens. Y a-tu des cas, toi, que tu vois régulièrement qui peuvent affecter vraiment le comportement du chien dans son. Ouais, oui, Dans, oui, oui. dans- Oui, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des douleurs. Une douleur quelque part, c'est sûr que ça peut modifier son comportement. Euh, des problèmes digestifs, souvent aussi, ça change parce que si on ne le voit pas tant, c'est une douleur abdominale, là, ça paraît pas tant que ça. Des douleurs crâniennes aussi, tu sais, à ce temps-ci de l'année avec les allergies, ben, il y en a qui font des rhinites ou ça les incommode beaucoup, puis ils dorment mal. Puis là, un chien qui dort mal, ben, il va dormir plus dans la journée, il va être plus fatigué, il va peut-être être plus impatient aussi. Fait que toutes les conditions qui font que le sommeil est moins bon, ben, c'est comme nous autres, ils vont être plus impatients. Ça, c'est plus dur à voir, mais tu sais, quand l'animal se lève la nuit ou qu'on sent qu'il n'a pas dormi, ben, c'est sûr que son comportement va être changé. Euh, Fait que digestif, mal de tête, douleur quelque part, même musculaire, là, ça peut être musculaire, ça peut changer leur comportement. Des Euh, chiens faire des otites à répétition, puis être tout pogné ici, là, puis réactif au coton, là. Est-ce que tu en vois, ça, des fois, des cas comme ça? ben oui, puis en fait, en ce moment, c'est comme, je pense qu'il y a 50% des chiens qui ont des allergies, là, actuellement. C'est un chien sur deux en consultation, c'est épouvantable. Cette année, c'est particulièrement intense.
Puis ça, écoute, ça les empêche de dormir. Fait que oui, puis on n'a pas nécessairement l'impression, tu sais, il y en a qui vont me dire, ah ben, il n'a jamais été allergique, tu sais, fait qu'il n'est pas allergique. Je fais, non, mais les allergies saisonnières, là, c'est à chaque année différent, là. Fait que cette année, comme je dis, un chien sur deux pratiquement, fait que c'est énorme. Ça va commencer par du lichage de pattes. Après ça peut être respiratoire. La plupart du temps, chez le chien, c'est cutané, donc oreilles, les otites à répétition, le lichage de pattes, puis après ça se propage sur le corps. Mais c'est fait pas tout le temps ça. Il y en a qui vont avoir juste les oreilles ou juste les pattes. Il y en a qui c'est juste le contour des yeux. Ça peut être juste la gorge. En ce moment, j'ai plein de chiens qui arrivent avec, ils se raclent la gorge. On dirait qu'ils toussent tout le temps, mais il n'y a aucune autre raison. Le cœur va bien, je veux dire, il est en forme, mais sa gorge lui pique. Puis là, ben, il dort mal. Puis là, s'il dort mal, ben, il dort toute la journée ou ben, il est plus amorphe, ça ne tente pas, il n'a pas envie de rien faire. Mais en ce moment, là, c'est pas surprenant. Fait que dans ce temps-là, quand je les vois en consultation, ben, des fois, je leur prescris un petit peu d'antihistaminique. Puis là, oups, tu sais, tu sais, on a une solution pour la période. Puis là, il dort mieux, puis là, ça va mieux. Fait que oui, en ce moment, c'est assez fréquent, ça, là. Mais il y a des OK. solutions, là. Puis après ça, une fois qu'on le sait qu'à ce temps-ci de l'année, mais probablement que l'année prochaine, ça va revenir. Fait que Ouais. aussi, il y a des chiens qui se baignent beaucoup. S'ils se baignent beaucoup, ben, tu sais, les otites, là, c'est de l'humidité dans les oreilles. C'est qu'il y a trop d'humidité, puis là, les bactéries se prolifèrent, puis il y a de l'inflammation. Donc, de laver les oreilles avec un bon nettoyant à chaque fois qu'ils se baignent, toutes les fois qu'ils se baignent, c'est bien. Donc, ça va améliorer ça un peu. Ouais. J'imagine qu'on consulte peut-être moins pour ça. Moi aussi, c'est tu sais, comme tu as dit, tu sais, quand on fait ben, du sport avec les chiens, on est un petit peu plus à l'affût du moindre petit bobo. Mais je vois souvent des fois des chiens, ils ont l'air vraiment déséquilibrés. On dirait que 80 du poids est par l'avant. Puis il y a des races qui sont plus prédisposées à avoir tout le poids par en avant. On parle des molosses, tu sais, les types molosses, tu sais, sont toutes faites par en avant. Mais des fois, je vois des chiens, ils ont une belle masse musculaire en avant, moins en arrière, puis tu sais, tout le temps en laisse. Tu sais, fait que je dis au propriétaire, je veux bien, là, mais là, on n'est plus dans l'éducation, là. Je veux dire, est-ce que tu en vois des cas comme ça? Est-ce qu'on a une masse musculaire vraiment super firme en arrière, puis en avant, Oui. ils sont comme, tu sais, fait qu'ils sont toujours appuyés dans le harnais. Oui, ben ça, de plus en plus, je leur suggère du fitness parce que c'est drôle à dire tout le temps, le fitness canin, mais en fait, dépendamment de leur race, de leur conformation, effectivement, ils ne sont pas tout le temps bien en aplomb sur leurs quatre pattes. Puis de leur apprendre à utiliser leurs quatre pattes. Tu sais, il y a les gros muscles là, qui sont très apparents, puis il y a tous les petits muscles de maintien, comme pour nous autres. Les Euh, stabilisateurs, quoi, les comme. stabilisateurs, c'est les tout petits muscles qui sont autour des articulations qui permettent d'être en équilibre sur leurs quatre pattes. Donc, ça se travaille, c'est sûr. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire pour les aider à reculer leur poids ou à avancer leur poids, dépendant, là. Souvent, c'est qu'ils mettent tout en avant, ça, c'est le trois quarts, parce que naturellement, un chien, ça a 60% de son poids vers l'avant. Ça, c'est naturel, c'est comme ça qu'ils sont toutes faites, puis 40% derrière. Si on veut essayer d'augmenter la masse musculaire à l'arrière, bien, on va travailler pour essayer de reculer le poids vers l'arrière. Puis ça, c'est l'exercice le plus fréquent. Puis ça, il y a plein d'exercices qu'on peut faire pour aider la stabilisation. Puis après ça, le chien va le faire de lui-même. Ses muscles, une fois que ses muscles vont s'être réchauffés, puis il va y avoir un changement dans son attitude, puis dans sa posture, là, ça va rester, puis ça va être un cercle vertueux où là, on n'aura plus besoin de le travailler autant, tu sais, parce qu'il va l'avoir fait de lui-même, puis il va avoir changé sa posture. Mais ça, c'est une évaluation qu'on fait ouais, en consultation, c'est fréquent. Puis une fois qu'on fait les exercices, ils peuvent le faire à la maison. Good, super. Puis, j'ai peut-être une autre question qui tue, si tu Autre permets. question que tu- 3 questions qui tuent. Les escaliers, là. Je suis un jeune Hum, chien. oui. Tu sais, je vois des fois des clients avec leur bouvier bernois, il est rendu à 50 livres, là. Petite madame, monsieur, là, qui transporte le chien dans les escaliers, là. En toi, puis moi, je veux bien, là, mais c'est rendu dangereux pour l'humain et pour le chien. T'en penses quoi, toi, là? On ne fera pas jouer un chien, c'est sûr, dans les escaliers, là. Mais lui Exact. apprendre à monter, descendre les marches pour sa sécurité, on Ouais. peut faire ça quand ils Ça, sont. là, moi, j'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris pourquoi on empêche un chien de monter et de descendre des marches. C'est un mythe énorme parce que c'est surtout les grandes races de chiens. Un petit chien, c'est différent. Des teckels, des chihuahuas, mettons, dès que l'animal a la patte plus courte que la marche, puis que l'escalier, il n'est pas capable de faire une patte à la fois parce qu'il est trop physiquement petit, là, ça n'a aucune utilité. OK? OK. Fait que de prendre le chien dans ses bras, là, c'est bien correct à ce moment-là. Puis qu'il ne sache pas monter et descendre des marches, quand c'est des très petits chiens, j'ai aucun problème avec ça, parce qu'à la limite, eux vont se blesser dans les marches,
et ce n'est pas utile pour eux de monter et descendre des marches parce que physiquement, ça les avantage pas. Ça va pas faire travailler leur dos, ça va pas faire travailler leurs pattes, ça va à la limite juste les blesser. Fait que des teckels, des cotons de Tuléar, des petits caniches mini, tous ces petits-là là, qui montent pas de marche, c'est bien correct. Tous les chiens où la patte dépasse la hauteur de la marche, puis qui sont capables de faire une patte après l'autre, là, c'est un excellent exercice et il faut leur apprendre, comme on apprend à les faire s'asseoir, à les faire se mettre debout, à les faire donner la patte, à les faire rester, monter, descendre des marches, ça s'apprend. Parce que s'ils les dévalent 4 à 4 ou qu'ils les montent 4 à 4, Là, un, c'est parce que le chien, ouais, ils sautent les 3 va dernières marches, puis là, ben, pas, c'est ça là peut qu'ils être se font heureux. mal. C'est là qu'ils se font mal. Fait que d'apprendre aux chiens on monte des marches puis on descend des marches au pas, lentement, ça peut être un super bel outil. Puis quand ils grandissent vite, leur patte prend 1 pouce par mois. Il va falloir tout leur réapprendre parce que là, l'angle, tu sais, l'angle dans lequel ils vont descendre la marche, le mois d'après, c'est comme, wow, ça a changé. Fait qu'il faut leur réapprendre parce que là, ils vont se blesser. Si on leur apprend trop tard, ou ils voudront pas, ils vont avoir peur. Puis là, on ne sera plus jamais capable de leur faire monter, descendre des marches. C'est un problème. Donc, oui, c'est très important de leur apprendre jeune à monter lentement, descendre lentement. Puis après ça, oui, oui. Fait que, Ouais, puis des accompagnés, là, parce qu'il y a différents en types de laisse. marches, des marches vides. Puis, tu sais, c'est sûr, si Ouais, j'ai un chien qui a pris 4 livres dans la semaine, son centre de gravité a changé, fait que ça se peut que ce complètement. soit cognitif dans les marches, là, puis je dois l'accompagner quand même Ouais. pour qu'il me guide Avec avec. le harnais, on peut mettre le harnais là, avec la laisse, puis on y apprend à monter, descendre 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, pour que quand son corps change, il soit habitué. Puis tu poses un beau point aussi. Les grilles, tu sais, moi j'essaierai tous les types de marches. Dès que je vois des marches quelque part, genre, OK, on va monter les marches. Tu sais, je fais l'inverse de ce qu'on dit. Dans le fond, on monte les marches grillagées, on monte les marches avec des trous, parce que écoute, le nombre de blessures là, de chiens qui va monter ça comme 4 à 4 parce que oh, il a peur, dans le fond, Il il n'a va jamais trimballer trié. son humain dans le bon des Ouais. marches. Oui, ça peut être vraiment risqué. Des marches avec du tapis, des marches pas de tapis, toutes sortes de marches. Puis les hauteurs des marches aussi peuvent être super différentes. Fait que là, lui, il pense que la marche est de la même hauteur, puis elle n'est pas de la même hauteur. Fait que très bon de pratiquer ça. Good, merci. Ça me fait du bien un peu, tu me confirmes. Je suis pas trop à côté de la plaque parce que je me disais, mon Dieu, à un moment donné, ça n'a pas d'allure, là, transporter notre chien rendu un certain poids dans les escaliers, c'est dangereux pour nous, là. Dangereux. C'est dangereux. Ouais. Good. Puis, si on parle d'acupuncture, là, est-ce que pour l'anxiété, il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce que ça peut aider mon chien? Dur à dire, parce que effectivement, j'en traite souvent, là, dans le fond, je les traite pour autre chose. Puis quand la personne me dit que le chien est anxieux, je vais faire des points, entre autres, pour calmer le chien, pour traiter son anxiété. Chez l'humain, ça se traite beaucoup plus facilement parce que l'humain parle. Fait qu'on est capable de dire, c'est quand vous êtes anxieux? C'est-tu plus le soir, la nuit? C'est-tu des sons? C'est quoi qui crée votre anxiété? Puis les points qu'on va utiliser, notre plan thérapeutique ne sera pas le même dépendant de la raison de l'anxiété. C'est pas juste. Tandis que le chien, mais on met souvent le dos large sur l'anxiété. Il y a plusieurs autres raisons que le chien va avoir ce genre de comportement-là. Fait que, c'est pas tout le temps de l'anxiété. Puis des fois, c'est très ciblé. Fait que c'est difficile de traiter ça en acupuncture chez le chien. J'ai eu des très beaux résultats pareils parce que c'est un animal que je connais, que je suis depuis longtemps. Fait que quand c'est un animal qui est connu, ben je le sais à peu près c'est quand, puis les gens, ils vont l'identifier, puis on va, à la longue, finir par aider le comportement. Mais tu sais, je n'irai pas voir en acupuncture première intention pour un problème de comportement relié à l'anxiété. Je commencerai par aller voir un vétérinaire conventionnel ou quelqu'un qui est spécialisé en comportement pour voir s'il n'y a pas, pour identifier déjà, est-ce que c'est réellement de l'anxiété, est-ce qu'il y a quelque chose à faire. Puis quand on a déjà un plan de traitement, ben là, est-ce que c'est physique? Est-ce qu'il y a il y a un problème physique qui crée son anxiété? Ça, on peut traiter ça effectivement en ostéo, en acu. Puis après ça, si c'est vraiment que psychologique, ben là, il y a des outils qu'on peut combiner. Puis là, on peut utiliser l'acupuncture. C'est une des possibilités, mais c'est pas la seule. Fait que je n'irai pas comme tout de suite en acupuncture pour C'est ça, ça. là. Mais ça peut aider Oui, dans plusieurs cas, mais déjà là, il faut déterminer c'est quoi l'élément déclencheur. On a-tu vraiment affaire à de l'anxiété, quel type oui, d'anxiété? Comme l'humain, tu sais, si on a quelqu'un qui fait de l'anxiété généralisée, désolée, mais moi, je le dis toujours à mes clients,
ça va rester. On va l'aider, on va se donner des outils comme pour l'humain à pouvoir être plus apte à vivre ses émotions. On va se donner des outils. Ça peut être l'acupuncture, les massages, la méditation, plein d'exercices, pas pour le chien, mais pour l'humain. Mais ça ne réglera pas 100% l'anxiété. Non, c'est ça. Ça reste il y a une base aussi physiologique, là. Il y a une Ouais. base qui peut être génétique, qui peut être reliée à quelque chose qu'on ne pourra pas régler aussi, là, tu sais. Fait que, euh, après ça, ça dépend des animaux, là. Fait que là, c'est du cas Ouais. par cas vraiment, là, mais ça prend une consultation, c'est sûr, complète. Effectivement. Good. Hey, super. Et je vais-tu juste voir dans mes petites questions parce qu'on s'est promené vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Puis, Ouais. ben oui, ça coûte combien à peu près avoir une séance en acupuncture? C'est-tu une première rencontre, par exemple? Comment Alors, ben, ça se passe? Ça coûte combien? OK. Bon, premièrement, il faut dire que l'ostéopathie et l'acupuncture sont deux traitements qui devraient être offerts par des vétérinaires. Au Oui. Québec, on n'a pas encore le droit de pratiquer quand on n'est pas vétérinaire ces thérapies-là. Fait qu'à la base, c'est une première affaire à vérifier. Est-ce que la personne qui offre l'acupuncture sur mon animal est vétérinaire? Puis après ça, une fois qu'on a identifié ça, il y a vraiment un range de prix, c'est Puis très l'acupuncture aussi, variable. là, c'est réservé aux Et vétérinaires, là. vétérinaire, OK. acupuncture et ostéopathie, les deux, Pas entre n'importe autres. qui peut se dire, ben moi, je fais de l'acupuncture, je suis acupuncteur pour humain, fait que j'en fais pour les chiens et chats, là. Et moi, je suis vétérinaire et je fais de l'acupuncture sur les animaux. J'en fais pas sur les humains parce qu'un corps humain et un corps animal, ça a pas c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même anatomie. Donc, je me passe pas d'un à l'autre non plus. Donc, c'est ça. Fait que, dans les prix, ben, ça dépend où est-ce qu'on est situé. Ça dépend des études qu'on a faites. Ça dépend du temps de la consultation. Ça dépend d'un paquet d'affaires. Je dirais qu'il faut calculer moi, mettons, les premières consultations, la première heure de consultation, c'est 180 plus taxes. Les suivis, c'est 140 plus taxes. Puis c'est tout le temps des heures. Pour les chiens sportifs, où c'est juste une vérification, l'animal va bien, mais on a vu un petit truc, mais il est en forme, il n'y a pas de boiterie, il n'y a pas de problème en particulier, mais on veut vérifier si tout est beau. Là, j'offre des 30 minutes. Ce n'est pas tous les vétérinaires qui offrent des 30 minutes non plus. Mais ça, moi, c'est 90 plus taxes. Ça, c'est mes prix, mais il y en a de toutes sortes. Il y en a qui sont dans des très grosses cliniques où ils vont offrir beaucoup plus de soins. Là, ça va être plus cher, mais vous allez avoir aussi beaucoup plus d'accès à différents soins possibles. Fait que c'est très, très variable, mais c'est à peu près, ça tourne autour de ça. Ça tourne autour de ça. OK. Les suivis, dans le fond, comme je disais tantôt, ça dépend du cas. Habituellement, c'est à peu près une fois par mois au plus rapproché. Ça peut aller jusqu'à 3, 4 mois d'intervalle, 1 an d'intervalle. Après ça, dépendant des problèmes, une hernie discale, j'aimerais bien les voir plus rapprochés. Un ligament croisé aussi. Il y a des choses où on va les voir plus rapprochés au début, puis après ça, on va se passer. Fait que ça, c'est dans la première consultation qu'on va voir c'est quoi l'outil qu'on va utiliser pour cet animal-là. Tu sais. OK. Fait que c'est aussi les moments, l'espace entre les consultations, c'est variable. Good. Merci, c'est super complet. Je ne sais pas si on a, Joël, est-ce qu'on a des questions dans le... Oui, vas-y. Un petit point de plus que je l'ai mentionné, c'est que si vous voulez trouver un vétérinaire qui pratique des médecines complémentaires, vous pouvez aller sur le site de l'AVMAC. Le site de l'AVMAC, c'est avmac.org. Puis à la fin, il y a toute la liste des vétérinaires qui pratiquent l'ostéopathie, l'acupuncture, la réadaptation, la phytothérapie. On a plusieurs offres. Fait que, puis ça, c'est à travers le Québec. Là. On est une OK. soixantaine de Fait membres. que là, ça, on va être assuré d'avoir vraiment un professionnel là, qui est certifié. Exact. Donc, on l'a laissé ici, donc avmac.org. Donc, en fait, j'aimerais résumer en 3 points la super présentation qu'on a eue là. D'ailleurs, merci beaucoup, Julie. C'était vraiment très, très intéressant. J'ai beaucoup appris. Alors, on peut dire que dans le fond, l'ostéopathie et l'acupuncture sont des médecines complémentaires à la médecine traditionnelle. Ça va pas aller, ça ne remplace pas le plâtre pour un membre fracturé. Ça remplace pas les antibiotiques pour une, Une infection. une Une infection. infection. Une Merci, je inflammation. cherche mes mots. On s'entend que c'est vraiment idéal de prendre des soins préventifs plutôt que curatifs. Question que justement, on n'arrive pas à une situation où notre chien se blesse.
ça serait vraiment idéal de développer notre sens d'observation de notre chien dans son quotidien, euh, en le regardant s'étirer pour voir s'il y a des raideurs, s'il s'étire bien en avant, en arrière, s'il se déplace en mettant son poids également sur ses quatre pattes, en le regardant manger pour voir s'il déporte pas son poids, en regardant la qualité de son sommeil, en regardant comment il se secoue. Donc, un outil vraiment efficace pour l'humain, ça serait vraiment de développer son sens de l'observation pour nos toutous. Et finalement, euh, oui, c'est possible de permettre à un chiot de faire plus de 10 minutes d'exercice par jour, de monter et de descendre des escaliers quand il s'agit d'une grande race, et ce, même jeune. Le but, c'est d'adapter les solutions à notre chien et encore une fois, d'observer, de pas pousser, mais d'être plutôt attentif à ses besoins. Et on peut commencer à faire des sports progressivement à partir de 6 à 8 mois de façon sécuritaire. Mais pour éviter les blessures, faut échauffer, faut enseigner comment bouger, faut éviter les sports de stop and go, favoriser davantage les activités continues et contrôlées et de ne pas sous-estimer non plus la période de refroidissement. Merveilleux. Ouais. J'adore. On nous a coupé ça au couteau. J'adore. C'est vraiment très intéressant pour vrai. Il y a plusieurs points, un peu comme Fanny, que j'enseignais à mes clients, mais que, dans le fond, vous nous confirmez que je trouve vraiment très pertinent. Alors, il y a Céline Roy qui nous demande quel est votre avis sur un licou que j'ai découvert récemment, le Head Control Halter de la compagnie Sporn? Je connais pas ce. Est-ce que Céline, tu as une image pas très très loin? Sinon, peut-être essayer d'aller la Euh, chercher. Je sais pas J'en si- ai une sur mon téléphone, mais on voit pas bien grand-chose. C'est pas un harnais qui est Head facile à Control. trouver, mais Va aller essayer de le trouver, là. Head, Head Head Control Control Edler. Je vais aller Health chercher. Halter. Halter, Halter, Oh, Halter. c'est comme un licou, mais au lieu d'avoir l'attache ici en avant, elle est dans le cou. Halter, OK. Euh, OK, donc ça penche le menton vers le poitrail chaque fois qu'il y a une tension. Ouais, mais l'attache est en arrière du cou. ouais, non, ça, j'aime pas ça. Ben, Hmm. en fait, la tâche en arrière, oui, je le vois là. Sur un berger allemand, mettons, là, l'image. Il y a comme un. La tâche est effectivement à l'arrière. Mm. C'est pas. Ben, en fait, ça fait comme si c'était un. Voyons, là, je vous ai perdu. Ça fait comme si c'était un collier. Fait que finalement, l'attraction, elle est dans l'angle de la gorge. Elle est dans le cou. Ouais. Fait que, tu sais, ça bloque la gorge comme un collier. Fait qu'on n'a pas d'avantage du tout à ce genre de collier-là. Dans le fond, l'idée, c'est qu'il faut que ça passe derrière les oreilles et sur le nez, puis que l'attraction, elle soit vers le bas et sur le côté pour faire tourner la tête vers le bas. OK. Fait qu'il faut que la tâche soit là. Sinon, il n'y a aucun intérêt à avoir cette bébelle-là. OK. Euh, fait que non, je trouve pas que c'est avantageux du tout. Parfait. Merci. Euh, Autrement, nous avons Laurence qui fait tout simplement des remerciements à Ah, Dr. Beaubien parce qu'elle l'a vu cette semaine avec son chien et oui, elle dit l'avoir adoré. c'est bien gentil, merci beaucoup. Mais en fait, tu sais, Dr. Beaubien, on t'adore tous. Ah, ah, On t'a tous bon, rencontrés à différentes étapes de notre vie avec nos différents chiens. Puis vraiment, tes services sont exceptionnels. Puis Fanny, c'est ta plus grande fan. my God. Elle ne Mais Ben, parle je là, suis que de sûre toi. que Kimi, qui court encore à 14 ans, c'est grâce aux bons soins de ma tante Julie. ben oui, 14 ans, Caroline. C'est quoi, attends, le meilleur soin alternatif? Ah ouais, Vraiment croisé. hein, tout va bien, les radios en 1 présentement, c'est la marche. Ouais, c'est bon ça. Euh, c'est moi sa plus grande fan. Ça, c'est drôle. Caroline, merci, mais non, mais non. Bon, fait que oui, attends, mais je comprends. Est-ce que c'est une question? Attends une minute. Le meilleur soin Oui, ben, alternatif? dans le fond, oui, c'est une question, c'est moi. Ok, C'est ça, ben, mon labrador, il y a eu de la chirurgie, ça a bien été. Là, on est rendu à 8 semaines, on a fait les radios, tout est beau. ok. Fait que, tu sais, Là, puis il est j'ai fait à un peu d'acupuncture avant, puis tout de suite après la chirurgie. Puis là, ben, tu sais, on a comme le go pour reprendre les activités modérées, mais tu sais,
pas de spin, puis moi, c'est un spinner, là. Tu sais, il sort de l'eau, puis Ah ouais, ouais. je t'entendais tantôt, puis tu sais, je me demande justement comment est-ce qu'il a pu se faire ça. C'est peut-être quand il était jeune, puis tu sais, ça s'est aggravé, puis à un moment donné, il était totalement rupturé le ligament. Ouais, c'est ça. Fait que, mais en tout cas, tout ça pour dire que là, ça va super bien. Là, je fais la marche, mais tu sais, je me demandais, y a-t-il autre chose que je pourrais faire qui serait vraiment bénéfique pour renforcer sa masse musculaire, tu sais, faire Là, travailler ses- ouais. S'il n'y a pas eu de réalignement vraiment, là, je ferais un traitement d'ostéo. Parce que l'acupuncture va enlever l'inflammation, va accélérer la circulation. Mais pendant un certain temps, ce pitou-là, il a boité ou il a déporté son poids. Ouais, Puis ça, même après la chirurgie, il l'a fait encore. Il est en compensation. Donc, toutes les compensations qu'il y a dans le dos, les autres sont encore là. Fait que si on le fait remuscler sur des vieilles compensations, ouais, risque d'avoir l'autre genou qui risque de lâcher ou ouais, peut-être. parce que là, il était super beau pour l'instant. Fait que je veux pas me rendre là, Non. justement. Fait que moi, je commencerai par le stabiliser partout, défaire les compensations qu'il y a. Ça, Ouais, 8 semaines, là, il peut être prêt à être vu en ostéo. ouais, Une fois que ça, c'est fait, là, oui, on commence des petits exercices de assis, debout, travail sur un sol instable, un ballon d'exercice instable pour travailler les petits muscles. Des fois, ça peut être 30 secondes, minutes. Mais là, ça serait une consultation en fitness pour vraiment cibler ces ouais, muscles-là. Puis dans le fond, c'est du cas par cas aussi. Tu sais, là, je dis ça là, mais j'ai pas vu le chien, j'ai pas ouais, non, c'est ça, exact. comment sa masse musculaire, elle est, lui, tu sais, est-ce qu'il est vraiment croche? Il y en a après 8 semaines, mon Dieu, ils mettent du poids dessus comme exactement comme l'autre Non, il est côté. vraiment bon, puis il a une belle musculature, tu sais, Ben, c'est il ça, est fait beau, que, beau, beau. tu sais qu'il y a des suppléments qu'on peut donner, là, j'ai pas parlé de nutrition pendant tout, mais Ah, il y ça, a j'en donne en plein de masse. choses qu'on peut Ouais. pour ça aussi Mhm. spécifiquement. Puis là, fait que ça, il y a plein de choses à faire, mais je dirais que la réhabilitation après un ligament croisé en médecine alternative, on en a pour à peu près 3 4 mois, je dirais, qu'on peut Ouais, essayer des affaires. Fait que, mais la première affaire, c'est le réalignement. c'est ça. Parce que mon but, c'est que cet hiver, tu sais, on puisse recommencer quelque part Mais ça, c'est hivernaux, oui, mais c'est ça, je voulais savoir qu'est-ce que je fais de plus que là, tu sais, on marche dans le bois, bon, tu sais, il court tu sais. progressivement, il va falloir le faire reculer son poids parce que là, il a pris l'habitude de mettre son poids sur l'avant nécessairement. Ouais, Ce qui OK. va falloir reculer son poids, mais de façon très progressive pour ne pas surcharger non plus. Puis, il ne faut pas qu'il y ait trop de poids sur l'autre patte. Fait que c'est pour ça que je dis faut commencer par le réaligner pour qu'il soit droit, là, puis qu'il reparte de zéro. Puis que OK. là, on évalue, lui, c'est où qu'il a déporté son poids. Parce que c'est Mhm. ça, c'est que Ouais, pas des exercices standards. On a tendance à essayer de tout standardiser, mais en ostéo, c'est là qu'on déconstruit ça, puis qu'on dit, OK, notre œil vétérinaire nous dit que ben, si c'est le membre postérieur gauche, il va avoir mis du poids sur le membre antérieur droit, puis après ça, mhm. que peut-être que lui, il était rendu à mettre du poids sur son antérieur gauche, puis de là, il était rendu en arrière. Ce qui fait que, dépendamment de la structure de son corps, puis du toucher qu'on va avoir, on va pouvoir te dire, ben, là, lui, là, dans son cas, c'est cette patte-là qui force le plus. Donc, on Parfait. va essayer de faire tel autre exercice pour enlever du poids. Mais ça, c'est ton chien à Ouais. toi. Oui, non, non. Puis, tu sais, moi, j'adore tous ces services-là. Puis, possiblement que j'irai te voir. Je suis pas trop dans ton coin, mais c'est pas grave. J'aime qu'est-ce que tu nous as transmis comme info, puis qu'est-ce que tu partages, puis comment tu vois ça. Puis, le chirurgien, tu sais, lui dit, ah, ben, tout est beau, pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais, tu sais, Sa job à lui, c'est d'opérer. Puis oui, je sais. après ça, effectivement, Mais je trouve ça plate parce que, tu sais, moi, je suis ouverte à ça, je connais ça, mais quelqu'un qui connaît pas ça, qui prend, tu sais, comme les paroles non, du chirurgien, tu sais, il y a comme pas d'accompagnement après. non, je sais. Tu sais. Mais ça, à la limite, tu sais, c'est un apprentissage global, là. Moi, je fais des conférences pour les vétérinaires pour essayer de Mhm. leur dire, dites-le à vos Ouais. que ça peut être bon à vos clients qu'il faut faire un suivi après. Mais tu sais, même en médecine humaine, il Ah, y a ben là, ça, parce qu'on va être ici jusqu'à ouais, la fin de c'est l'année. juste que moi, je me suis racheté avec ça, puis j'ai fait la paix avec ça en disant que quand on est vétérinaire, puis quand on est spécialiste, notre job, c'est celle-là. Ce qu'on apprend, là, c'est opérer, Ben oui. faire la chirurgie, puis s'organiser pour que ce qu'on a fait, ça soit bien. Après ça, tout ce qui vient autour, la prévention, puis le, le- le post-op, mais long terme, là, c'est comme pas dans leur mandat nécessairement. Puis comme vétérinaire non plus, le Ben non. vétérinaire c'est un diagnostic d'une maladie puis un traitement médical ou chirurgical. Ça, c'est la job d'un médecin vétérinaire ou d'un médecin humain. Puis Mhm. après ça, ben oui, il faut avoir toutes sortes d'autres petits outils pour venir faire de la prévention. Puis c'est là que, ben, dépendant des vétérinaires, ben, il y en a qui vont se former un peu plus que d'autres sur ces questions-là.
Mais, puis là, ben, vous êtes malheureusement obligé de chercher un petit peu, là. Mais on travaille là-dessus dans notre monde vétérinaire pour essayer d'ouvrir un petit peu pour qu'au moins on soit mentionné. Ça va venir. Un jour, on va en avoir dans toutes les cliniques. C'est mon plan de retraite. Là, je le dis publiquement, avec un jour, dans 50 ans, mettons, on va espérer qu'il va y avoir de l'ostéo et de l'acu partout. On se Fait que souhaite, ça va on se souhaite permettre, réellement. ouais, c'est ça, hein, ce serait bien. Je Mais on voudrais... se le souhaite pour lui-même aussi, parce que si je peux me permettre de faire un parallèle, là, je suis désolée, mais moi, je suis sortie d'une césarienne avec 0 plan d'entraînement. C'est mon physio qui me dit, là, va falloir te réaligner, va falloir faire ça, 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 ça. Tes muscles ont été coupés, là, on ne sait pas comment les terminaisons nerveuses se sont reprises. Fait que là, il faut travailler ça, ça, ça. Mais on sort, nous aussi, des fois l'humain, d'une Oh, opération, puis ben, fais ça, puis ça. Mais sans nécessairement prendre en considération l'individu, où est-ce qu'il compense, où est-ce qu'il a déjà eu des exact. blessures, etc., etc. Parce que quand tu as vu Lizzie pour son ligament croisé déchiré après son opération, elle, son poids, c'était tout par en avant Oui, après ça. Donc, tout c'est chaque ça. chien est différent. Chaque C'est chien est pour ça qu'on différent. a besoin des bons soins de Dr Beaubien et de tous les vétérinaires Ah, également qui font partie de la VMAC. Donc, je voudrais remercier chaleureusement Dr Beaubien pour nous avoir offert gracieusement son temps, ses conseils et ses connaissances, ainsi que Fanny, que vous pouvez aussi consulter pour les sports athlés précisément avec sa compagnie Animoche. Alors, merci beaucoup tout le monde, puis on se revoit dans un mois pour l'entrevue. Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. Fanny, il me semble que c'était avec toi. Fanny, oui, c'est avec Oui, Fanny, ça ben aussi. oui, moi je suis là. Moi, je suis là. Oui, c'est avec moi, sur le sport canaclé, justement. Voilà! ah, super! Regardons ça. Ça me fait un rappel en même temps. Ça, on va mettre ça dans les bloopers. Donc, c'est ça. Le mois prochain, ce sera donc une activité, une entrevue avec Fanny sur les sports athlés. Quels sont-ils? Quel outil utiliser? Comment commencer? Et ainsi de suite. Donc, ça va de pair avec l'entrevue qu'on a eue aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite de passer une super belle journée. Merci Bye. beaucoup. Au revoir.